Bon, comme le timing est très serré, je vous propose de commencer tout de suite. Bienvenue à cet atelier qui s'intitule « Faire vivre l'esprit critique à l'heure du complotisme et des experts ». C'est un atelier qui vous est proposé par la revue Progressiste, qui, vous le savez sûrement, est la revue du Parti communiste qui allie sciences, techniques, travail et environnement, également des réflexions autour justement de la culture scientifique. Alors pourquoi on a voulu faire cet atelier? Parce que dans le cadre tant de la crise Covid que les derniers éléments ont montré, on a pensé qu'il y avait peut-être dans le grand public, enfin certainement dans le grand public, une crise de la parole scientifique, l'évolution théorie du complot qui sont apparues dans la sphère politique, la sphère publique, et on a pensé donc que c'était important de revenir un petit peu dessus sur justement ce qui est la première en fait manière de combattre ces théories du complot, qui est justement d'avoir une culture scientifique capable de répondre aussi sur le fond à ces problèmes. Ailleurs, on a vu aussi qu'il y avait une attaque assez large contre la rationalité, qui est un thème qu'on avait traité l'année dernière aux universités d'été avec notamment Stéphanie Rosa, qui est venue aussi cette année sur un autre thème. Et on a voulu revenir aussi là-dessus parce que la rationalité, elle est au cœur de ce qui a formé la philosophie des Lumières, sur laquelle s'appuie ensuite la philosophie marxiste, qui est au cœur tout simplement de notre engagement communiste. Donc c'est pourquoi on a choisi d'inviter Thomas Durand, qui est aussi connu sous le pseudo de Acer Mandax, et Fled Tapas, qui est son pseudo, qui sont les animateurs notamment d'une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronche en biais, sur laquelle vous faites globalement, je dirais, de la vulgarisation et on peut dire de la formation aussi à l'esprit critique, aussi à la culture militantisme pour la voilà. Tout à fait. Et où des fois même vous n'hésitez pas à vous opposer à des gourous, des pseudosciences, etc. D'autres fois par contre vous donnez plutôt, ce que vous faites régulièrement, donner la parole à des scientifiques pour faire de l'éveil aussi du coup à diverses disciplines, pour faire un peu sortir aussi de savoir des universités, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité leur donner la parole cette fois, pour justement parler un petit peu de cette démarche qu'ils ont avec leur association et leur chaîne YouTube. Et donc je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais vous laisser la parole pour animer cette conférence. Merci bien. Ça va être une conférence. Alors vous allez participer, il y aura un quiz. Il y aura 8 questions, voir si vous êtes rationnel ou pas. Du coup là j'ai juste copié un peu ce que je fais dans les formations. Du coup il n'y a que mon nom, parce que j'ai oublié de remettre mon collègue, il connaît bien, J'aimerais qu'on vote à main levée. Levez la main ceux qui pensent que vous manquez d'esprit critique. Voilà. Est-ce que le temps d'assimiler la question? Vous êtes très gentil. Voilà. Et les autres, vous voyez le problème. Donc, ça se situe là un petit peu. Personne ne pense en manquer, du coup, personne ne vient me regarder. Alors, abonnez-vous. Parce qu'en fait, les gens en manquent. Nous aussi, mais nous, on sait. Bien sûr. Voilà. On ne désire pas ce dont on pense qu'on va manquer, du coup il faut de la pensée critique, et du coup nous on pratique de la zététique. Voilà, alors la zététique qui est très inspirée du scepticisme américain, donc c'est malheureusement pété la gueule ces dernières années, ça a vraiment dévié vers notamment sur le plan politique, c'est catastrophique. Donc on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas en France. Et donc la zététique, on peut aussi appeler l'esprit critique, c'est plusieurs choses, c'est l'art du doute. C'est historiquement, en France en tout cas, pas aux États-Unis, mais en France, une approche scientifique du paranormal. Parce que c'est très amusant, mais parmi les zététiciens les plus célèbres figurent beaucoup de prestidigitateurs, pour une raison... Et parmi les sceptiques américains aussi. Et parmi les sceptiques américains aussi, voilà, on a James Randi, qui est un cadre, on a Helen Keller, qui sont aussi des prestidigitateurs. Maguiloni. Voilà, on a Laurent Majax en France. Mais pourquoi est-ce qu'ils pratiquaient l'esprit critique? C'est que, pour reprendre la formule de James Randi, un prestidigitateur, ça n'est rien d'autre qu'un menteur honnête. C'est quelqu'un qui vous ment, mais vous savez qu'il vous ment. Vous le payez pour qu'il vous mente. Un petit peu comme un acteur. En général, il va utiliser plein de méthodes pour tromper votre attention, qui sont les mêmes qu'on utilise pour vous tromper quand on n'est pas honnête. C'est ça, voilà, quand les gens essaient d'extorquer de l'argent. Voilà. Et donc, tu l'as dit, tu l'as formulé plutôt, un militantisme rationaliste, comme tu as dit. Alors,
tous ne sont pas militants, hein, on connaît des personnes qui pratiquent l'art du foot à une échelle plus personnelle, mais en tout cas, nous, on a quand même, tu l'as très bien dit, c'est une formule que j'utilise très souvent, vocation à sortir la science et les critiques des Je l'ai repris d'une interview. Ah, bon, bah, tu l'as pris en fait. c'est pour ça. Non, c'est très important pour moi, parce que l'université, on n'a pas tous la chance d'avoir pu y aller. Aujourd'hui, on y est. Et donc sortir la science des universités, permettre une réappropriation populaire de la culture scientifique, ça me semble très important et c'est l'un des enjeux de l'esprit critique à mon avis. Ouais, donc la zététique, il y a plein de gens sur les réseaux qui en font, ils font un des quatre, ou les quatre à la fois, nous on essaie de faire les quatre. C'est mal, hein. Bon an, mal an et pas tous en même temps. C'est pas mal déjà. Évidemment, on n'est pas immunisé contre l'erreur, mais on est au courant de ce qui peut mal se passer. Du coup on est plus prudent, et en gros, essentiellement c'est de la prudence épistémique. C'est-à-dire qu'avant de dire ça c'est vrai ou c'est faux, je me demande pour quelle raison je voudrais croire que c'est vrai ou que c'est faux. En gros, hein. Parce que sinon, voilà, je vous laisse regarder, on a du bullshit en pagaille, sur Internet ça va extrêmement vite, et on connaît tous des gens qui croient à au moins un petit truc là. Et c'est pas grave, si vous croyez en tout cas, c'est pas grave, on vous en veut pas, vous êtes intelligent aussi, mais vous avez un angle mort. Ou plusieurs. Hein. S'il y en a plus que deux, ça m'inquiète. Moi, je crois fondamentalement dans la malchance au dé. Quand je joue au jeu, c'est évident. La malchance au dé. Oui, C'est rationnel, c'est comme ça. Ça, c'est un problème de conjugal. Tu vois, c'est donc, alors après, du coup, à côté des zététiques, il y a la science. Bon, les zététiques, c'est pas de la science, mais évidemment, on a besoin de la science pour faire des zététiques. Moi, personnellement, j'aime bien qualifier la zététique d'application de la méthode scientifique à la vie de tous les jours. Voilà, c'est plus ou moins vrai et faux, mais bon, c'est sa formule, on a le droit d'avoir. Et en gros, la science, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs sens au mot science, on va aller directement au quatrième, qui est celui que l'on défend. La science, c'est plein de choses, mais c'est surtout une méthode qu'on mobilise pour produire des connaissances. Donc, pour produire une connaissance, c'est en origine ancienne, généralement. Donc voilà, donc quand on va prononcer le mot science à un moment donné, ce sera ça, c'est la méthode par laquelle on produit des connaissances. Et c'est très compliqué à définir, il faut un historien des sciences, une philosophe des sciences, on n'est pas là, du coup. Parce que c'est protéiforme la science. C'est compliqué, donc on ne saura pas le faire. Et moi j'ai une formule qui résume tout, qui est fausse, mais qui est la mienne. La science, c'est la recherche systématique de l'erreur. On vient de donner deux définitions personnelles qui sont fausses. C'est bien, c'est comme disait Thomas Edison. J'ai pas échoué, je vais trouver 1000 manières de ne pas faire une machine qui marche. Le conspirationnisme est très différent de ce qu'on fait, parce qu'à la base, on pourrait croire que c'est la même chose, parce que les complotistes, ils doutent de la version officielle, et les zététiciens, ils doutent. Sauf qu'en fait, c'est assez différent. Déjà, un complotiste il a sa conclusion dès le début. Et de manière générale, un complotiste, il ne va pas chercher ce qui ne va pas dans son sens. Une personne qui est absolument persuadée que le 11 septembre est un inside job, il va chercher tout ce qui va confirmer cette théorie. Quand on a envie de faire preuve d'esprit critique, on va se demander, mais... Et ça, c'est le plus difficile quand on fait de l'esprit critique. Et si j'avais tort? Le plus difficile dans l'esprit critique, mais on reviendra plus tard, c'est de penser contre soi. Le conspirationnisme, ce n'est pas penser contre soi. Et c'est pas que les complotistes, hein. On est tous pareils. On a tous tendance à d'abord aller voir si on n'a pas raison. Plutôt qu'aller voir si on n'a pas tort. En particulier quand on est militant. Mais c'est les autres les... Non, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'esprit critique et la science, ce sont des efforts collectifs. Il faut être en permanence dans le collectif, parce que on est des animaux sociaux qui sommes très très doués pour diagnostiquer les erreurs chez les autres. On est très très fort pour dire non, toi t'as tort. Et du coup, faire preuve d'esprit critique, c'est aussi accepter cette parole. J'ai tort. Dis-moi plus. Plutôt que de dire, bah non, c'est pas vrai, j'ai pas tort. Et donc la grande différence entre la pensée critique et le conspirationnisme, c'est que d'un côté on doute et en face on soupçonne. Et c'est très différent. Le doute, c'est je me demande, mais pour quelle raison ce que je pense est vrai ou faux? Je doute. Le soupçon, c'est mais pour quelle raison un tel veut que moi je crois que ce qu'il dit est vrai? Et là, on infère des intentions aux gens. Et là, si on commence par penser qu'un tel est malhonnête et qu'il veut me convaincre, je n'aurai que des preuves que c'est vrai et aucune que c'est faux. Personne ne peut vous prouver que je suis honnête. Si je le suis. En revanche, si je suis malhonnête, c'est possible. Ça, c'est un contrat social. Donc, le conspirationnisme, c'est un engrenage, c'est très compliqué. Et quand on est dedans, on ne sait pas qu'on est dedans. Ou alors on le sait, parce que le complotisme, c'est très compliqué. Donc, je vous conseille le bouquin de M. Diguez et de Louvet, le complotisme, qui montre que ce n'est pas uniquement des gens qui pensent mal, c'est aussi des gens qui sont dans le rejet d'un mode d'acquisition du savoir. Ils disent que ce que chacun sait, c'est faux, parce que j'ai pas envie. Et c'est un peu politique. Et donc, comme moi, la politique, je connais rien. Je suis là.
Oui. Alors, pourquoi la pensée critique c'est utile? Donc chacun est venu avec son cerveau? Oui. Vous pouvez partager avec votre voisin sinon. Oui, on verra, ça marche. Alors, la pensée critique est utile pour se défendre contre les énoncés trompeurs, mais, comme l'a dit Blaise, surtout pour penser contre soi, et c'est la partie la plus dure. Et donc, il y a différentes grandes questions qu'on se pose. Ça a l'air un peu idiot, mais c'est la base de l'épistémologie. Je vais y arriver. Comment sait-on ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait et justement, la corollaire de ça, comment est-ce qu'on sait qu'on ne se trompe pas? Pourquoi est-ce qu'on est persuadé que ça c'est vrai? Comment je sais que je sais un truc quand je crois que je sais un truc? Peut-être qu'en fait je crois. En fait je sais. Non? Comment je le sais? Bon, c'est la différence d'une croyance et d'une connaissance. Que personne n'a résolu. Hein. Alors, on vient vous poser plein de trucs, on n'a pas la réponse. Hein. Alors, différence, croyance, connaissance, on a fait un documentaire d'1h30 dessus. Il n'y a pas deux personnes qui nous disent la même chose. Si, quand ça arrivait. Oui, par accident. Non, voilà, qu'est-ce qu'une croyance, qu'est-ce qu'une connaissance? De loin, chacun le sait, et dès qu'on veut faire une définition, c'est comme pour le temps. Qu'est-ce que le temps, disait Saint-Anselme? Quand personnellement je sais, quand non, je sais plus. Comment estimer la crédibilité de ce qu'on dit? Ça c'est hyper compliqué, parce qu'on a très souvent tendance à estimer la crédibilité de ce qu'on dit par rapport au statut de la personne qui nous parle. Une personne en laquelle on a confiance, on n'a aucune raison de penser que ce qu'elle dit c'est faux. Et quand par exemple, un épidémiologue extrêmement célèbre vous dit pour soigner telle maladie. Microbiologiste. C'est un microbiologiste. Pour soigner tel virus, il faut par exemple telle hydroxychloroquine. A priori, on n'a pas de raison de se dire qu'il se plante. Le mec, il a fait la preuve de ses compétences. A priori, il est professeur, c'est quelque chose. Donc ça, il faut s'en méfier. Et en fait, il fallait pas le croire. Voilà. Certains l'ont vu plus tôt que d'autres. Hein. Voilà. Le fait est qu'on l'a pas vu, c'est juste qu'on a eu des soupçons. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a attendu d'autres experts. Il fallait pas le croire, on l'a vu vite. Oui. Il avait peur, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on a attendu que des experts se prononcent, on a attendu qu'il y ait sinon un consensus, au moins des autres avis. Et bah, quand on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup qui allaient dans son sens, on s'est dit bon, il devient raisonnable de peut-être penser qu'il se trompe. Donc on a plein de mauvaises nouvelles. Votre cerveau est bien, il marche bien, mais il n'est pas fiable. Celui de votre voisin non plus. Il produit des intuitions fautives. Alors nos intuitions, elles sont hyper utiles, elles nous maintiennent en vie. Mais le sentiment qu'on éprouve lorsqu'on a raison par rapport à celui que l'on éprouve quand on a tort, c'est pas la différence. Et là part, c'est pareil, quand j'ai tort, je pense que j'ai raison. Quand on me prouve que j'ai tort, je change d'avis, donc j'ai raison. Donc à aucun moment, quelqu'un n'a tort, en le sachant. Okay. On juge trop vite les gens, sur plein de critères. Qui est bon en stats? C'est ce que je pensais. On est mauvais en statistiques, et on cherche trop de cohérence dans notre environnement. C'est-à-dire que nos perceptions sont limitées, on n'a pas accès à tout, l'univers est trop complexe. Donc on a des perceptions pleines de trous, et pourtant ça nous paraît cohérent. Dans la mesure où on ignore trop de trucs, on devrait voir que c'est pas cohérent ce qu'on croit. Non, nous, du coup on comble les trous, voilà, avec ce qui nous vient sous la main, et ce qu'on comble, on ne sait pas qu'on comble. Donc on réfléchit sur la base de données incomplètes en ignorant qu'elles sont incomplètes. Et c'est ça que c'est la galère. C'est ça, le fait est qu'on a un cerveau qui recherche du sens partout. Un cerveau qui recherche de l'agenticité et qui ne supporte pas par exemple le hasard. Le hasard c'est très inconfortable. Se dire c'est arrivé parce que c'est arrivé, c'est comme ça. On préfère voir des régularités. C'est ça. Et la conséquence c'est que nous surestimons notre capacité à comprendre le monde. Ça se voit beaucoup sur les réseaux. Les gens, ils arrivent, vous expliquent un truc, ils n'ont rien compris, mais ils sont très sûrs de ça. Et donc il faudrait une méthode pour éviter les biais. Cette méthode, elle existe, c'est la science, elle est imparfaite, mais elle est là. Donc, l'une des manières de penser mieux, c'est d'être un peu plus au courant de comment marche la science. Les sciences. Une grande nuance importante. Nous, là, ici, on est des champions de la nationalité. On essaye, on est sur YouTube, alors voilà. Oui, voilà, donc on est des experts, bien sûr. On est sur YouTube. Voilà, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais bon, voilà. Et c'est très différent d'être intelligent. En gros, pour ça, j'ai une métaphore. Alors comme tout, hein, tout ce qu'on va vous dire, c'est essentiellement faux, mais bon, c'est un bon début. Être intelligent, alors qu'est-ce que c'est? Il y a plein de définitions, le QI, ça marche bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un fort QI, c'est qu'on est très bon pour répondre à un test de QI. Être rationnel, c'est quoi? C'est être logique, c'est être cohérent.
Mais si j'aime pas les roues et que je crée des grands camps pour les exterminer, bah, c'est rationnel par rapport à mon objectif. Vous voyez. Mais par rapport à mes valeurs, ça l'est moins en fait. Je prédis que cette phrase va être découpée dans la... Oui. Bon. Donc, rationnel, intelligent, c'est deux trucs différents. Et en gros, je résume. Être intelligent, ça va avoir un gros moteur. Et être rationnel, ça va avoir un bon frein. Dans les routes de montagne, il y a un des deux qui est plus vital que l'autre. La vie est une route de montagne. Et donc les gens rationnels freinent plus. Donc la pensée rationnelle, c'est une pensée qui va moins vite que la pensée intuitive. Voilà. Et donc en gros, l'esprit critique, c'est des compétences, c'est des dispositions, c'est un mélange, c'est un petit peu un merdier. Et en gros, c'est la compétence à évaluer les produits cognitifs. Ça fait bien, hein? Ça va, tout le monde suit? Un peu rapide. Oui, mais c'est pour le dire. Normalement, je le fais en 2 jours. Hein. Vous allez sur Wikipédia, vous avez ce codex des biais cognitifs, et vous avez tout ça. Et donc, on va tous les voir un par un. Donc, voilà, donc, on ne va pas les faire, mais sachez qu'il y a plein de ressources. Hein. Si ça vous intéresse, il y a des trucs. Maintenant, on va faire un test. Donc, il y aura 8 questions. Vous avez le droit de prendre des notes si vous voulez voir vos réponses après. Je vous demande, en gros, la réponse, ça va être oui, non, 1, 2, 3, 4, ABCD. Vous allez vous tromper 4 fois, alors qu'on ne peut pas faire plus que 6 erreurs. Hein. Donc, 4, c'est beaucoup, hein. Mais vous allez vous tromper 4 fois en moyenne, parce que je suis meilleur. Alors, et justement, le but du jeu, là, puisqu'on parle du fait que le cerveau est un truc qui réagit très très vite et souvent même trop vite, c'est d'éviter de réfléchir. Là, Soyez honnête dans vos réponses. Voilà. Cherchez pas les pièges. Parce que vous savez qu'il y en a, donc c'est tricher. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. Oui, ne les cherchez pas, c'est tricher. La première question est une question de rapidité. Je vais vous lire la question, et dès qu'elle est lue, je passe à la 2. C'est des maths de niveau CM1. Vous êtes prêts? C'est vrai. Plaide. 1. Une raquette et une balle sont vendues 11 €. On sait que la raquette vaut 10 € de plus que la balle. Combien vaut la balle? Je vous laisse le temps de lire, parce qu'il a quand même lu assez vite. Combien vaut la balle? Ok, faites le calcul. On passe à la 2, c'est plus simple. Est-ce que A est plus long que B? Est-ce que B est plus long que A? Est-ce que AB font la même taille? Vous répondez ABC. Et là, on peut s'arrêter une demi-heure là-dessus. On a tout le temps, ça change rien. C'est assez confidentiel comme test, ça, un peu. J'ai pas dit que c'était dur la question. Okay. On passe à la 3? Quelle série de lancers de pièces est la plus probable? A. Pile face pile pile pile. Oui. B. Face pile 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 pile. Ou C? Ou C. Face pile 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 pile. Je précise un truc important, il y a une bonne réponse. Ah oui. Sinon c'est pas drôle. Bon après il n'y a plus de maths. Okay. Et bon les probas c'est important en pensée critique, c'est un domaine important. On passe à la 4. La 4 c'est même ma préférée. Là il faut s'accrocher. La 4, je crois rien, c'est... Georges n'est pas marié, Georges c'est lui. Robert est marié. Alors dans l'histoire, hein. Robert c'est lui. Georges regarde Nathalie. Et que elle. Nathalie regarde Robert. Et que lui. Question. Une personne non mariée regarde-t-elle une personne mariée? Oui, non, ou on ne veut pas ça. Donc forcément c'est A, B ou C. Hein. Qui n'a pas compris? Alors on ne triche pas sur son vote. Robert est à gauche, Georges est à droite, mais surtout c'est le texte. Oubliez l'image, c'est le texte. Georges regarde Nathalie, Nathalie regarde Robert. C'est que ça. Et donc on répond A, B ou C. Bien sûr, on corrigera tout à l'heure. Est-ce qu'on passe à la 5? La 5, elle va vous reposer. Conduisez-vous? Oui ou non? Si oui, estimez-vous être un meilleur conducteur que la moyenne? Répondez honnêtement. Non, répondez honnêtement. Parce que ça, c'est un test intéressant. La première ou deuxième question? La première, conduisez-vous. Si déconner. vous ne conduisez pas, vous ne répondez pas à la question. C'est pour déconner. C'est un trotskiste, c'est ça? Je sais qu'il y a des mots-clés. Je connais rien, mais il y a des mots-clés comme ça. Alors, c'est pas des maths. Est-ce que vous préférez dans votre petit cœur, ou bien qu'on vous donne un chèque de 250 €,
Hein, c'est votre patron qui te fait. Ou bien, il y a 25% de chance, alors on tire une roue d'infortune, il y a 25% de chance de gagner 1000 euros et 75% de ne rien gagner du tout. Mathématiquement, l'expérience des gains est la même, mathématiquement c'est pareil, mais vous préférez A ou B. Il n'y a pas d'erreur possible, c'est votre sentiment. A ou B. Je suis à découvert, quoi. Comment? Je suis à découvert. Oui, c'est intéressant. Comme nous Ça change la réponse. bah, ça peut jouer sur la réponse, ça peut jouer. C'est vrai. C'est pas la même question, mais ça. Question différente. Vous préférez une perte certaine de 750 euros ou 75% de chance de perdre 1000 euros et 25% de ne rien perdre? L'espérance des pertes est équivalente. Mais vous préférez C ou D? C'est votre sentiment qui parle. Par contre, perdre, c'est pas une chance, hein, c'est un risque. Hein. Oui. Oui, d'accord. Je changerai Ils sont chiants ici. Dernière question. Jean est une personne discrète, timide, réservée et effacée. Quelle profession a-t-il le plus de chances? J'ai deux choix, attendez. Vous n'y arrivez pas. Parmi deux choix, est-ce qu'il a plus de chances d'être vendeur ou neurochirurgien, notre bon Jean? Je précise que vous disposez de toutes les infos pour répondre. Il y a une bonne réponse. Jean a plus de chances d'être vendeur ou neurochirurgien. C'est comme ça. C'est pas votre trop au fond, hein? Terrible, hein? Voilà. 8 questions. Pourquoi? J'ai loupé la 2. C'est pas rébellion? Question 1. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez répondu 1 euro. Qui n'a pas... c'est pas ça. Qui n'a pas répondu 1 euro? C'est les étudiants en maths. Alors, qui n'est pas étudiant en maths? Alors, si c'est pas 1 euro, c'est combien? 50 centimes. 5 euros? 5 euros? Ah là, t'es mal. C'est votre dernier mot? Je prends. Si la balle vaut 5 euros, la raquette vaut 0,5. C'est pour ça que tu fais pleurer tes étudiants. Oui, c'est vrai. Arrête. Vas-y, je laisse faire. Alors, évidemment, la première idée qu'on a, c'est de répondre 1 euro. On dit qu'il y a une différence de 10 et de 11. Sauf que la question, c'est la différence entre le prix de la balle et le prix de la raquette. Non, c'est le coût de la balle. Le coût de la balle et le coût de la raquette. Si la raquette et la balle sont vendues 11 euros, la raquette vaut 10 euros de plus que la balle. Si la balle fait 1 euro, 1 plus 10, ça fait 11. On se retrouve avec 12. Hein? Donc ça n'est pas la bonne réponse. Si la balle fait 1, la raquette fait 11, donc ça fait 12. Oui, ok. Si la balle fait 0,5, la raquette fait 10,05. Non, Donc, 10,5. 10,5. Donc 11. Donc la bonne réponse était 0,5. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que ça illustre votre cerveau. Si vous le dites, hein, moi j'ai rien compris, mais si vous le dites, c'est pas grave. Vous êtes délicat. Regarde le tableau. Alors, regardez bien. 50 centimes pour la balle, la raquette vaut combien? 10,50 plus 0,50 égale 11. Et voilà. Oui, mais elle ne vaut pas 10 de plus, là. Elle vaut Ah bah 10, si. 50 de plus. Ah non. 50 centimes. Si elle vaut 50 centimes, elle vaut 10,50, ça fait 10 de plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Faut être de droite pour comprendre celle-là. Ça c'est Il y a de l'argent, hein, Voilà, c'est ça. Non, mais je pense qu'il faut parler avec les X et les Y. Ah, je veux bien, mais j'ai pas ta On cherche l'inconnu. Parler de masculin, féminin, là, non? X plus 10 donne 11, donc 2x donne 1, donc x donne 0,5. C'est pas que les cours de maths. Qui est fan de mise en équation? Vous êtes deux, allez faire un tour ensemble. Ça illustre quoi? Ceux qui ont répondu 1, elle n'est pas belle, juste on vous a dit il faut répondre vite. Votre système 1, c'est le mode automatique. On est tous en plus. Donc quand vous rentrez chez vous en voiture, vous arrivez chez vous, ah, je suis déjà arrivé, vous n'avez pas vu la route passer parce que vous êtes en système 1, en mode automatique. Et là vous avez vu 11, 10, machin, et vite, 1. Je réponds 1. Et donc il fallait freiner. Freiner, là vous allez. Et quand on freine, on dit mais 1, est-ce que ça marche? 1, je teste. 1 plus 10, 11. Ah mince, elle fait 11, ça fait 12 en tout. Ça marche pas. Donc ceux qui ont freiné ont testé l'hypothèse 1. En plus qu'elle ne marchait pas, ils ont cherché autre chose.
Donc c'est juste que des fois on répond trop vite. Et quand on veut réfléchir vite, parce qu'on pense que réfléchir vite c'est bien, ben on se plante plus. Donc première qualité du penseur critique, on pense lentement. Et on parle lentement, ça se voit. Il faut bien penser que on a évolué dans un environnement dans lequel il y avait du danger constant tout le temps et il fallait souvent pouvoir réfléchir vite pour réagir aux menaces. On n'a pas le temps de développer. Voilà, on n'a pas le temps de tout développer. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve avec ce même cerveau qui réagit vite pour échapper aux menaces. Donc une petite et c'est croix, inadapté pour le monde dans lequel on vit. une petite croix pour ceux qui ont répondu 1 ou autre chose que 0,5. Non, je veux pas savoir. Je vous avoue, je veux pas savoir. On voit d'extrait. Non, mais parce que ça n'a pas le temps. Mais sinon, avec plaisir, mais un autre jour. Hein, voilà. Mais il faut peut-être retourner faire des... Non. Alors, qui répond que A est plus long que B? Personne. Qui répond que B est plus long que A? C'est bien essayé, mais c'est faux. Et donc la majorité a raison. C'est ça. Donc là, il se passe quoi? C'est pour tenter d'illustrer un truc, Blade n'est pas d'accord. Je suis un peu en désaccord avec ce raccourci, donc je vais prendre du En gros, vous avez le segment A et le segment B qui font la même taille, je vous le prouve, mais il y a des chevrons autour. Donc il y a un contexte. Les chevrons font que le dessin B occupe plus d'espace. Et si vous avez, même ceux qui ont répondu la bonne réponse, avouez que B paraît plus grand. Mais vous avez corrigé. Donc très bien, vous avez freiné un petit peu, c'est bien. Et donc, mais vous avez conscience qu'on est influencé par le contexte. Et donc, il n'existe pas de fait brut. Quand quelqu'un vous parle de quelque chose, quand vous acquérez une connaissance, une info, l'information, vous la recevez, est-ce que vous avez bien dormi, vous avez bu votre café, vous êtes de bonne humeur, la personne vous l'aimait bien, il faisait beau, machin. Tout ça, ça connote l'information, et vous retenez ce que vous avez interprété, et vous oubliez le contexte. Et vous pensez que ce que vous avez retenu, c'est le fait brut. Non, vous avez retenu l'ensemble, et vous avez oublié le contexte. Donc le contexte, c'est un des mots-clés en pensée critique. Oui, c'est temps, il faut le temps, et il faut penser au contexte. Le contexte, c'est ce qu'on oublie. Et c'est ce qui a du sens malgré tout. Donc, voilà, même ceux qui ont répondu correct, ont bien senti que B avait l'air plus grand, parce qu'il y avait un contexte. Bon, voilà, ça a été facile. Hein. Oui, celle-là, ça va. Allez. Parce qu'on la connaît tous en vrai. Alors, la série de lancers depuis les phases. Alors, qui répond A? C'est bien. Qui répond B? Et C? Allez, on ose. C'est bien. C'est pas ça. Alors. Non, c'est A. Bravo, il y en a un seul, c'est bien, on peut le dire. Attendez, pourquoi A? Voilà. Parce qu'il y a moins de lancers. Voilà, c'est bien, on peut le dire. D'ailleurs, ils vont plus dans B. Donc en fait, on a rajouté quelque chose qui peut potentiellement nous donner tort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui répondent B que C. Et ça, c'est bizarre. Oui. Parce qu'on a le sentiment que la série B, le hasard peut la faire, alors que la série C, quand même, ne me la fait pas à moi. Alors qu'on a toujours à chaque lancer une chance de 1 sur 2. Quel que soit le lancer. C'est toujours 1 sur 2. Donc A a plus de chances, mais B et C, c'est équivalent. C'est ça. Or, on a l'impression que B a plus de chances. On a tendance à se dire que ça devrait faire une moyenne à la fin. C'est bizarre que ça tombe toujours comme ça sur pile. C'est suspect. Donc nous avons une perception du hasard qui est biaisée, tranche en biais, biaisée, retenez un peu les choses. Oh là là. Qui répond oui? Je te laisse expliquer, tu l'aimes bien? Oui, j'aime bien. Qui répond oui? 1, 2. Qui répond non? 1, 2. Qui répond on ne peut pas savoir? Bravo, c'est pas ça. Alors, Parce que Nathalie, on ne sait pas si elle est mariée, et vous dites, elle nous emmerde celle-là, on ne sait pas, du coup on ne peut pas savoir. Ok, sauf que Nathalie, elle a combien de choix dans sa vie? Elle est mariée ou bien elle est pas mariée. Et puis c'est Georges, dans tous les cas, il n'est pas marié. Test 1, elle est mariée. Alors, elle est mariée, Georges ne l'est pas, il la regarde, donc on répond oui. Elle n'est pas mariée. Ah ben regarde Robert, qui est marié, on répond oui. Voilà, oui. Enfin, il y avait une c'était hypothèse. dur, hein? Il y avait C'était dur. Il y avait une hypothèse à poser et c'est Non, mais si elle est pas mariée. Si elle n'est pas mariée, elle regarde Robert qui est marié. Donc On répond donc oui. Si elle est mariée, bah, Georges la regarde, donc il la regarde. donc il y a une personne célibataire qui regarde une personne non mariée qui regarde une personne mariée. La question, on y répond toujours oui.
Donc ça montre que... Alors ça, je fais ça dans mes doctorants. Et là, je trouve que ça va. Mais quelqu'un ici est en thèse ou doctorat? Tu t'es planté? Malheur. Attends, une thèse de quoi? Ouais, ça va. Histoire. En histoire. Non, mais on respecte l'histoire. Hein. Non, mais bien entendu. Là, on a besoin. C'est Hein. nécessaire. Bon, merci. Donc là, ça montre que en science, on pose une hypothèse et on la teste. Il n'y en avait que deux, vous auriez pu le faire, vous êtes un peu feignant. On vous a laissé le temps. Mais on pouvait tester des hypothèses. Et donc, dans la vie, on ne le fait pas. On se dit, on s'arrête à, bah, on n'a pas d'infos, mais même sans infos, on peut poser des hypothèses, donc on peut spéculer et voir ce qu'on récolte. Et comme là, les deux spéculations arrivent au même résultat, on est sûr. Là, ça va, il n'y a pas trop de variables, il n'y a pas trop de bruit autour. Donc c'est assez simple. En science, évidemment, il y a beaucoup plus de variables auxquelles il faut faire attention. La question 5, on verra à la fin. Si c'est celle de biais, on regarde même. Oui. Donc alors, notez les petites croix, ceux qui ont trompé. Hein. On vous regarde ceux qui font plein que des erreurs de français. Donc la question 6 et 7, c'est à avoir en sondème. Voilà. C'est en fait, c'est plus ou moins la même chose. Alors, qui a répondu A? Alors attendez, je sais que, parce que c'est mon côté médium, en majorité vous répondez A. Et en majorité, ceux qui répondent A, vous répondez D. Non. Majorité, pas vous. Ceux qui ont répondu AD, on lève la main. Vous êtes une majorité. Je décide que vous êtes une majorité. En gros, la moitié. Vous êtes anormaux aussi. Donc ça, c'est bizarre. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a une espèce d'aversion au hasard quand on n'est pas certain de gagner quelque chose. On veut être sûr, voilà, c'est ça, aversion au risque. On veut être sûr de gagner quelque chose. 1000 balles, c'est intéressant, mais 25%, c'est pas énorme. C'est pas fou. Donc, 250 sûr, ça c'est bien. Et alors, au contraire, 75% de chance de perdre 1000. 1000, c'est beaucoup. Et 75, c'est quand même un sacré pourcentage. On va... 1000, pardon. 750, bon, c'est mieux. Bon, au moins on est sûr. En gros, ce qui se passe, c'est que d'un côté, le risque, on ne va pas le corriger spontanément. Voilà. Parce que c'est un gain, et un gain c'est vrai, mais alors pour une perte, le système d'alerte se met en place. Mais quand il y a un risque, enfin, quand on peut perdre, on va prendre le risque. En gros, vous allez à Wall Street, ou en France, hein, Jérôme, etc., Jérôme Carré, il perd 3 milliards. Là, tu dis, oh, j'ai un trou de 3 milliards. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va être prudent? Ben non, il va prendre plus de risques, donc du coup, après, il perd 4 milliards. Là, on est dans la version à la perte. C'est Voilà. encore un autre concept. Oui, ben c'est là. Attraction au risque. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais sur le fait que quand on a commencé à s'engager dans une voie, voilà, et c'est le problème du parieur, c'est le démon du jeu. Mais Daniel Kahneman, prix Nobel, j'ai un prix Nobel là de mon côté, prix Nobel d'économie, explique que ça, pour lui, ça explique les crêpes boursiers. Parce que les mecs tout seuls dans leur coin prennent des décisions sur beaucoup d'argent, et quand ils ont de bons résultats, ils sont tranquilles, mais quand ils ont de mauvais résultats, ils prennent plus de risques, alors que du coup, ils étaient mauvais, puisqu'ils étaient de mauvais résultats. Donc il ne faudrait pas laisser ces métiers-là à ces gens-là, voire retirer ces métiers-là, voire supprimer ces peut-être, métiers-là, oui, voilà. je dis ça comme ça. Voilà. Le trader, c'est ça, ouais. Je sais que ça va vous choquer, mais c'est bon. Alors, si vous avez répondu 6A et 7D, là vous avez couru un risque, là vous ne l'avez pas voulu, vous êtes irrationnel, vous mettez une croix. Si vous avez répondu B et C, vous allez passer un scanner. Qui a fait ça? Qui a fait B, C? Bonjour madame, vous allez bien? Il faudra vérifier. Donc c'est une croix, et ceux qui ont répondu A, C et B, D, vous êtes très très cohérents, anormaux au point de vue statistique, mais vous êtes logiques. Donc rationnel. Jean. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait Jean? Donc discret, timide, réservé, effacé. A-t-il plus de chances d'être vendeur ou neurochirurgien? Qui répond Vendeur. On lève la main. Ok. Qui répond neurochirurgien? Qui répond pas? Vous avez tort, hein, croix. Pourquoi On neurochirurgien? vous connaît. Pourquoi neurochirurgien plutôt que vendeur? Alors voilà, qui veut justifier sa réponse sur neurochirurgien? Eh bien, parce que le neurochirurgien, d'expérience, avec des discussions que j'ai eues avec un jeune qui était exactement comme ça, discret, timide, réservé, il m'a dit, ben, je ne parlerai pas, parce que je n'aurais pas besoin de communiquer et d'exprimer mes sentiments et de recevoir les sentiments de mes patients.
s'appelle Jean? Non, il s'appelle pas Jean, Non, c'était pas lui. mais qu'importe. Mais voilà, il n'a pas besoin d'exprimer ses sentiments. Non, non, il y en a. Il est patient, il est resté. Oui, ils sont calmes, les patients. Non, mais il est endormi, le patient, donc c'est tranquille. Les vendeurs sont plutôt extravertis. Ouais. Alors, par contre, il y a des doutes sur les neurochirurgiens qui peuvent être introvertis ou extravertis. Ça, Non, le raisonnement, il est totalement cohérent. Le raisonnement est tout à fait cohérent, mais il y a une donnée qui manque. Ouais, ah bah ouais. C'est le fait qu'il y a quand même sacrément plus de vendeurs que de neurochirurgiens. Ah bon? Ouais, c'est à cause des études. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en neurochirurgie. Et lui, il y a plus de magasins que d'hôpitaux. qui ici connaît un vendeur ou une vendeuse? Qui ici connaît un ou une neurochirurgien? Madame? Moi, je connais quelqu'un qui connaît. C'est bien. C'est une connaissance secondaire, comme Véronique. Alors, du coup, là, et là, ça va vous piquer. Vous avez raisonné avec des stéréotypes. Vous avez le stéréotype vendeur, ça colle pas avec ça, donc il est neurochirurgien. Donc vous avez répondu à l'âge du capitaine. C'est le même problème. Je vous donne des données et vous les utilisez. On s'en fout des données. L'important, c'est qu'il y a beaucoup plus de vendeurs, même de vendeurs timides, que de neurochirurgiens. Et vous le savez, en fait. Ouais. Donc, mettez une petite croix, à part ceux qui ont répondu vendeur parce qu'ils savaient qu'ils étaient... Qui a fait ça? Qui a répondu vendeur sur la base du nombre de gens. Vous êtes des miracles. Vous êtes. Voilà. Vous êtes honnête? Honnête, non, communiste. Et la question 5, Celle-là est rigolote. Est-ce que vous estimez meilleur conducteur que la... Non, puisqu'il y en a qui ne conduisent pas, qui s'estime moins bon conducteur que la moyenne? Il n'a pas le permis. Non, mais c'est comme c'est pourquoi qui s'estime moins bon conducteur que la moyenne? Non mais c'est pas la question. Techniquement, je conduis moins bien. c'est une autre question. Techniquement, tu ne dois pas conduire. Oui, c'est vrai. Pas. Bon, bref, la Moi, j'ai mieux tes questions. Alors, j'ai introduit une variable et... Ah, ça va. Non, révolutionnaire. Bon, toujours est-il que ce qui se passe dans 100% des cas, c'est que la majorité pense être meilleur conducteur que la moyenne. 80% des gens répondent qu'ils sont meilleurs conducteurs que la moyenne. Est-ce que c'est possible? Si, c'est possible. Monsieur le mathématicien, c'est possible. Parce que Oui, au moins. on peut être 80% être bien regardé si les 20% qui restent sont très nuls. En quoi? Parce que la moyenne et la médiane, c'est pas pareil. Salaire médian, ça vous parle ça? Hein? On peut être dans la moyenne, on peut être médian et pas dans la moyenne. Bon. Et les 80% de meilleurs conducteurs peuvent être dans la pièce. Et les autres ailleurs. Et ouais, c'est ça. Il y a quand même pas de chance. Si c'est un stage pour récupérer des points, la majorité des gens s'estiment plus intelligents que la moyenne. La majorité des gens s'estiment plus moraux que la moyenne, y compris quand on demande ça en prison. Pourtant, il y a un truc. C'est le point aveugle, ça. C'est que on a tendance à... On est un peu autour... Alors, à part les dépressifs. On s'estime tous meilleurs que la moyenne à part les dépressifs. On a tendance à... Merci pour cette ultime. Non, mais bon... J'ai déjà fait. Tout le monde est au courant, ça se voit. Ça se voit un peu, mais... Donc, on a tendance à se juger un peu mieux que les autres. À ne pas se... Et donc voilà, et c'est pas grave, parce que ça permet de ne pas être dépressif. Les deux sont liés, en fait. Vous avez de la chance, hein. Donc, c'est pas grave. Mais du coup, alors c'est pas une faute, mais retenez là. Maintenant, comptez vos petites croix. Et donc, j'ai prévu que vous auriez 3 ou 4 fautes. Alors, qui a 0 ou une faute? Qui a 2 croix? C'est bien, c'est les meilleurs, c'est les plus bonnes. Qui a 3? 4. Et les autres, je vous parle pas. Surtout, on n'affiche pas. Conclusion, personne n'est 100% rationnel. Mais nous non plus, on prétend pas l'être. Suis-moi un peu, mais bon. Parce que je suis un peu... et c'est pas grave. Donc, l'idée de ce quiz, c'est de vous mettre face à vos erreurs pour que vous ayez envie de vous intéresser de la zététique. Alors ça marche ou ça marche pas. Après ça dépend si nous on est sympa ou pas. Parce que ça dépend si ça passe ou pas. Dans la mesure où justement on n'est pas 100% rationnel, on a besoin d'outils pour pallier aux imperfections de notre propre rationalité. Et celui qu'on propose, c'est l'esprit critique.
Voilà, et donc j'ai une phrase que j'aime beaucoup, j'ai mis de côté dans un livre qui s'appelle Petit traité de manipulation familiale isolée de gens, et qui résume beaucoup de choses, et ça va vous parler, je pense. Oui. Il est déroutant de constater que l'individu bien sous tout rapport, celui qui adhère à la plupart des normes de jugement, tout en croyant d'ailleurs s'en départir, celui qui se sent libre, celui qui veut être consistant, celui qui trouve en lui-même les raisons de ce qu'il fait et de ce qui lui arrive, de constater donc que cet individu-là est incontestablement le plus manipulable. Que ce soit aussi cet individu-là qui a le plus de chances de réussir dans la vie professionnelle et sociale d'une société démocratique a de quoi faire réfléchir. En gros, quand vous êtes bien intelligent et bien comme il faut, bien rationnel comme il faut, vous répondez aux codes sociaux, vous êtes prévisible, donc manipulable. Les gens à la marge disent non, il y aura le plus, machin, et donc on est réellement à les manipuler. Mais leur vie n'est pas forcément meilleure. Hein. On peut être manipulé et heureux. Hein. Mais être rationnel, c'est aussi se demander dans quelle mesure je suis libre de faire mes choix comme je pense être libre. Parce que souvent on me dit, mais sentez-vous libre de tester ce canapé? C'est dit, oh madame, c'est bien. Il me plaît, hein. En plus, moins 30%. Sentez-vous libre de regarder le catalogue? Le sentez-vous libre 2, c'est pour vous baiser. Hein. C'est dans la et j'ai fini ça. Après, ça dépend de leur qualité de temps qu'on a. Si on parle d'une question. Alors déjà, est-ce qu'on peut proposer, si les gens ont des questions sur la partie qui vient de passer? Oui, monsieur. Là, on passe à la discussion entre nous. Sinon, on a d'autres slides éventuellement pour occuper le temps qui reste. On peut tenir un peu. Hein.